Ah bon, d'accord. Donc voilà, euh, les informations que je vais vous donner sont des informations ou des chiffres et un environnement qui est l'environnement France, hein. Je suis désolé, je n'ai pas fait d'études sur ce qui se passe au Maroc, mais je terminerai en vous disant que ce qui s'est passé aux États-Unis est arrivé quelques années ensuite en France, et il n'y a aucune raison pour que ce qui se passe en France ne soit pas précurseur ensuite au Maroc. Donc on va faire un état des lieux du surpoids en France. Donc l'état des lieux du surpoids en France. Le surpoids, le surpoids est un problème largement répandu puisqu'on estime qu'un quart de la population française, excusez-moi du peu, en est victime. Il y a à peu près 14 400 000 Français qui ont un problème de poids. Le pays des fast-foods et des repas pris devant la télévision. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre d'obèses augmente d'environ 5% chaque année en France, ce qui est quand même extrêmement important. Et de l'autre côté de l'Atlantique, le surpoids survient de plus en plus tôt et on commence à le constater. Je crois que l'ensemble des interventions qui ont été faites hier et aujourd'hui vous parlent également de surpoids chez l'enfant. Pour ce qui concerne l'obésité, entre 2000 et 2008, il y a eu plus de 2 millions de cas d'obésité en France. Le surpoids concerne aujourd'hui 30,3% des Français et tous les 3 ans, les Français prennent environ à peu près 1 kilo par an. Ce phénomène est retrouvé en plus, quel que soit le sexe, l'âge, la catégorie sociodémographique, ce qui tente à prouver qu'il n'y a pas des gens qui ont plus de moyens et qui peuvent avoir des produits plus ou moins affinés, ou alors des gens qui ont des moyens beaucoup plus faibles et qui sont obligés de consommer des produits moins raffinés. Et ça n'a aussi aucun lien avec la situation géographique que l'on se trouve à Lille ou à Marseille. La prévalence de l'excès de poids s'accompagne d'une hausse des facteurs de risque. Ça, on l'a tous vu tous ces jours-ci, diabète, hypertension artérielle, excès de cholestérol, dont les conséquences sont vasculaires, ostéo-articulaires et respiratoires. Dans ce contexte, et je voudrais vous amener à la notion de ce qui nous a induit à vouloir envisager ce type de restauration, c'est qu'en amont, il y a le marché des aliments santé et minceur qui représente à peu près, c'est énorme, 4,7% du marché agroalimentaire. C'est un marché qui est en croissance très forte, qui est supérieure à celle de toute l'industrie alimentaire et de l'industrie pharmaceutique. Alors en tant que pharmacien, et certains le sont parmi vous, je peux vous dire qu'en France, on va le voir peut-être un peu plus loin, le marché des compléments alimentaires est pratiquement égal au marché pharmaceutique de tous les génériques. Et pourtant, le générique a pris un essor monstrueux. Le marché, tout secteur confondu, du complément alimentaire en France est pratiquement égal à celui du marché du générique. Cette dynamique de la croissance des compléments alimentaires devrait perdurer compte tenu d'une part des préoccupations de santé liées au vieillissement de la population et d'autre part de la montée de l'obésité qui devient un enjeu de santé publique majeur.
Enfin, cette progression, c'est le lot de tous les pays européens. Il n'y a pas de... Personne n'échappe à cette progression de la consommation des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, tous circuits de distribution confondus, représentent en chiffre d'affaires en France 1,9 milliard d'euros. Et nous ne sommes pas le pays le plus performant. L'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie sont devant nous largement, avec en Allemagne 2,7 milliards d'achats de compléments alimentaires, et nous sommes juste devant l'Espagne pour l'instant. Alors, les compléments alimentaires sont mis en cause par les associations de consommateurs, et ils ont raison, par les consommateurs eux-mêmes et par les professionnels de santé. Les industriels de l'agroalimentaire doivent rapidement prendre position et s'engager sérieusement, notamment dans des programmes anti-obésité. Alors on a vu que l'ensemble des fabricants, qu'ils soient Nestlé et autres, essayent tous de vouloir, je dis dès à présent, déguiser leurs produits pour en faire des... Oui, des Nestlé, oui. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, on parle de la fat tax. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'en Angleterre, ils n'ont pas envisagé la fat tax, mais par exemple, pour toutes les personnes qui, dans les supermarchés ou autres, prennent des produits allégés, l'achat de ces produits dits allégés ou de produits plus sain permet d'avoir, on garde le ticket d'achat, même dans un supermarché, et en ce moment-là, il y a une partie, quelques infimes pourcents, mais une partie qui est remboursée par l'INH, c'est-à-dire la sécurité sociale anglaise. On a vu également la limitation dans les écoles des distributeurs de confiseries et de boissons sucrées, c'est une loi maintenant. La législation concernant les informations portées sur les produits. Je peux vous dire que fabricant des compléments alimentaires, les allégations sont extrêmement difficiles à apporter, à inscrire, à prouver. On n'a plus le droit à riche en calcium, riche en fer. On n'a plus le droit à un ensemble d'informations tant qu'elles ne sont pas été scientifiquement prouvées. Or, ce que j'entends depuis 48 heures, c'est nous avons fait des essais, nous avons des résultats expérimentaux sur des souris, il semblerait que, et toutes les personnes que j'ai entendues et les personnes qui sont experts en la matière concluent tous en disant ça pourrait, il semblerait que, mais personne ne peut apporter d'affirmation. Or, sur les compléments alimentaires, aujourd'hui, on nous demande de plus en plus d'apporter les preuves de ce qu'on avance, de façon à ne pas tromper le consommateur. L'obligation donc d'éviter des confusions d'allégations. Et les allégations, moi le premier, elles sont souvent borderline sur les bénéfices santé. On arrive à des choses assez aberrantes, mais ça fait partie du travail. Permet d'aider à éviter tel et tel problème. Donc on est vraiment dans du surf. Donc d'ici la fin de l'année, il y aura donc en principe une loi et des directives sur les allégations qui seront des directives non seulement françaises mais européennes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer et qui éviteront tout ce que l'on peut voir aujourd'hui sur tous ces types de produits. Néanmoins, les industriels continuent, au travers des médias comme la télévision et l'affichage, de s'adresser en particulier aux jeunes et essayent de leur passer le message subliminal qui consiste à considérer que plus c'est gras, plus c'est sucré, plus c'est coloré, plus on aime. Et je peux vous dire qu'ayant travaillé avec un ensemble d'industriels agroalimentaires,
Quand une cellule marketing venait nous voir au niveau de la direction générale et nous disait voilà, j'ai un nouveau produit, ça va être super, ça devrait bien se vendre, et ben, s'il avait la trilogie gras, sucré et coloré, il se vendait tout seul. Donc voilà, il faut le savoir. Et chaque fois que vous prenez un produit, regardez, vous verrez, au moins 2 sur 3 de ces notions vous seront proposées pour pouvoir vous faire acheter le produit, parce que le produit, vous l'avez sur les rayons et l'appréhension du produit est liée à ce genre d'argument. Et ce qui est triste, c'est que c'est difficile pour les adultes, mais il faut savoir que c'est très facile pour les enfants. Alors, les habitudes de consommation dans les milieux urbains ont changé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça va être la même chose au Maroc, il y a un manque de temps, il y a le stress de la vie courante, l'absence de pratiques sportives, le grignotage devant la télévision, la sollicitation par la grande distribution à la consommation de produits sucrés, et puis il y a ce fameux développement de la restauration hors foyer qui est énorme. En France, vous avez à peu près, la restauration hors foyer représente 30%, et la restauration dans les voitures, entre deux lieux de travail ou du matin par rapport à l'après-midi, représente 29%, ce qui fait qu'à peu près 60% des Français mangent soit dans leur voiture, soit mangent dans un restaurant rapide. Il faut savoir qu'aussi, là j'ai pas mis le slide à ce sujet, mais le temps aussi de restauration est passé en 10 ans de 1h12 à 32 minutes. Donc c'est vrai que c'est important. Le programme, alors tout ce que l'on a essayé de faire a été basé sur le programme national Nutrition Santé, qui s'inscrit dans une démarche qui favorise l'alimentation saine et équilibrée. Alors c'est vrai que je ne parlerai pas d'orthorexie, mais par contre, il est certain qu'il va falloir éduquer l'ensemble de la population à manger sain et manger suivant le programme national Nutrition Santé, et en particulier les enfants. Je peux vous dire, on va le voir un peu plus loin, que ce qui m'attriste énormément, c'est que ce point de restauration rapide diététique que nous avons fait n'est pas très loin, est à 50 mètres d'un fast-food McDo, et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Les enfants arrivent à traîner les parents au McDo, alors qu'ils sont déjà dans le restaurant diététique, dans le restaurant diététique. Ils arrivent à les traîner en disant non, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de coca, donc on ne reste pas ici, papa, on ne reste pas ici, maman, on va à côté. Donc il faut savoir qu'il y a aussi une faiblesse de la part des parents. Donc ça a été le sens de l'opération quand ils ont fait le programme Nutrition Santé. Ça a été un fruit pour la récré. Force est de constater aujourd'hui que les enfants consomment 4 fois moins de fruits et de légumes que leurs parents, et que cette situation est encore moindre dans les milieux défavorisés. Alors, le programme national Nutrition Santé préconise pour la santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, il faut éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, il faut éviter de grignoter entre les repas et pratiquer une activité régulière. Je pense que là, je vais reprendre très rapidement ce qu'a dit Jean-Marc, au moins 5 fruits et légumes par jour, de l'eau à volonté, des céréales à chaque repas, 1 à 2 fois par jour de la viande, du poulet ou du poisson, 3 fois par jour du lait ou des produits laitiers. Limiter la consommation de sel, vous l'avez tous vu, je peux vous dire que dans le restaurant diététique, le sel est compté pratiquement. Il faut le demander pour en avoir, parce que notre objectif n'est pas de faire consommer des boissons en plus et donc de rajouter du sel dans tous les produits. Il faut limiter la consommation de glace, de gâteaux, etc. Limiter la consommation d'huile. On n'en a presque pas. Et on peut très très bien manger sans avoir à baigner à ce que les produits baignent dans l'huile. Et il faut naturellement à peu près 30 minutes par jour
d'activité physique. Alors, la démarche passive, c'est celle que tout le monde connaît. Je vais grossir, je perds du poids, je vais aller acheter des compléments alimentaires pour corriger, modifier ou pallier à ces erreurs dans le domaine de l'alimentation. Aujourd'hui, les compléments alimentaires sont commercialisés, il faut le dire, sans contrôle en matière de besoin et sans contrôle en matière d'efficacité. J'en fabrique, donc je prends mes responsabilités. Le circuit de la pharmacie est probablement quand même un rempart aux excès de consommation anarchique de compléments alimentaires. C'est peut-être aussi parce que je suis pharmacien que j'en parle. Aux manquements liés à l'observance et au respect des quantités consommées. Ça ne suffit pas. L'éducation du consommateur versus ces produits de compléments est très faible. Le temps consacré, ce qu'il faut savoir par le généraliste en consultation, se borne uniquement au sujet pour lequel le patient est venu consulter. Essayez de vous souvenir une fois, un instant, et moi pourtant j'ai un petit peu de ventre, on va dire, combien de fois en allant voir votre généraliste pour un problème bien particulier, il vous pose d'autres questions que celles correspondant au sujet pour lequel vous êtes venu le voir, sur votre nourriture, sur vos habitudes, etc. C'est pratiquement jamais. Pas à ma connaissance, tout du moins. Il y a peu de médecins nutritionnistes quand même en France et de médecins, en particulier nutritionnistes conventionnés. Et ce qui fait que l'accès aux médecins nutritionnistes et aux diététiciens est quand même relativement faible, étant donné qu'il y a un coût. Tout cela laisse un large espace à une offre ou une sollicitation qui n'est souvent pas réalisée au profit de la santé du consommateur. Alors, donc, quand le consommateur se retrouve devant cette situation, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, il est sollicité par Internet avec une offre pléthorique, je crois que quelqu'un en a parlé hier, qui est proposée souvent sans contrôle des matières premières, sans contrôle de la fabrication, sans contrôle d'hygiène et de respect des normes. Pour la petite histoire, je peux vous dire que dans mon officine, un jour quelqu'un est venu me dire « Oh là là !» Je crois que c'était de l'ordre de 7 ou 10 euros une boîte de gélules d'arpagophytum, c'est cher. Oh là 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 là, j'ai vu ça sur Internet à 4-5 euros. Ok, mais c'était fait où ? Mais j'ai acheté ça et ça vient de Belgique. Alors j'ai demandé de m'apporter la boîte, j'ai appelé le laboratoire belge et lui ai demandé quelques informations. Il m'a dit qu'il importait ça du côté de Goa en Inde et il n'avait aucun avis sur le produit. Alors c'est vrai qu'avoir un produit à 4-5 euros venant de Goa et avoir un produit qui est fabriqué en France suivant les bonnes pratiques de fabrication et avec tous les contrôles des matières premières, les contrôles en amont et les contrôles en aval, c'est sûr qu'on ne peut pas rivaliser. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette sollicitation par Internet crée vraiment des problèmes au niveau de la santé publique. De plus, moi j'ai été très étonné, si vous passez à Paris et que vous allez dans certains salons et foires, vous verrez que, je pense à Marjolaine, mais il y en a d'autres, moi j'ai vu un jour quelqu'un en train de vendre un comprimé. Alors l'objectif c'était des gélules de plantes, c'était des plantes naturelles, biologiques et végétales. C'était merveilleux. Ils avaient appelé ça BFV, donc des plantes végétales, j'avais trouvé ça génial, parce que je ne savais pas que ça pouvait exister autrement, naturelles aussi et biologiques. Et quand la personne qui était à côté, je regardais acheter, alors naturellement, ça soignait toutes les maladies. Il y avait tout ce qu'il fallait pour toutes les maladies. Et quand la personne a acheté, elle a sorti son chéquier, il a dit « Non, madame, nous n'acceptons que les espèces. » Donc voilà. Donc il faut savoir que... Et on est encore avec cette façon de travailler. Il y a aussi ce que l'on trouve dans certains marchés africains ou asiatiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pharmacies bleues, c'est-à-dire un bout de tissu bleu sur lequel on met des comprimés qu'on a trouvé n'importe où. Et je peux vous dire qu'il y a
il y a 2 comprimés antidiarrhéiques, plus 3 comprimés contre l'hypertension, etc. La personne arrive, dit j'ai mal à tel endroit, on lui dit prends ça, c'est bon, c'est français, tu peux y aller. Et on ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est pas grave, tu peux en avoir. Donc, il y a certains magasins de diététique pour lesquels, ce que j'appelle de l'écoute conseil, qui a été transformé par le corps médical en une pseudo-consultation, et on s'est retrouvé avec des procès. On aurait dû mieux fait de laver notre linge entre nous. Donc, les mutuelles commencent à prendre forfaitairement une rémunération de la prestation du pharmacien, puisqu'il s'agit de prévention, et c'est une prestation forfaitaire. Si la consommation des compléments alimentaires ne dispense surtout pas d'une alimentation équilibrée, il y a nécessité aujourd'hui de créer des espaces de restauration rapide adaptés à notre style de vie et qui correspondent aux habitudes de consommation tout en respectant les préconisations du Programme national nutrition santé. La restauration rapide est actuellement entre les mains de grands groupes internationaux qui prospèrent sur le sacro-saint principe gras, sucré, coloré. Des tentatives de remise en cause non fondamentales de ce concept existent, mais restent anecdotiques. C'est la raison pour laquelle il nous a paru exister, en ce qui nous concerne, un créneau. Nous avons utilisé la pomme, et donc le point de restauration s'appelle Diet Light Attitude. C'est le contre-coup du fat food actuel, et il n'y a pas de faute, j'ai pas oublié un S, c'est vraiment le contre-pied du fat food actuel. Donc un espace de restauration rapide où la consommation des produits frais tend à respecter les critères d'une alimentation saine et équilibrée, où l'information sur les valeurs caloriques des aliments mis en œuvre est clairement indiquée sur chaque produit, et l'information nutritionnelle apporte une évaluation moyenne en matière de lipides, glucides, protides de chaque plat ou aliment. C'est-à-dire que, essentiellement, il y a beaucoup de fruits et de légumes. Les salades ont toutes le même poids. Les ingrédients sont pratiquement tous pesés, enfin ils sont tous pesés, mais ils sont à peu près du même poids. Et donc sur chaque salade, puisqu'on est dans de la restauration rapide, ce sont dans des packs, hein. Vous avez une étiquette avec le nombre de calories. Je peux vous dire que les salades varient pour 200 grammes de salade entre 90 et 170 kilocalories, ce qui est très faible. Et je peux vous dire qu'avec 200 grammes de salade, avec du reste, hein, il n'y a pas que la salade, on se nourrit parfaitement. Il en est de même pour les autres produits. Et donc, l'objectif de mettre sur tous les produits et d'insister sur le fait qu'il y a le nombre de calories, que la quantité de protides, de lipides et de glucides est bien indiquée, et là est faite pour commencer à sensibiliser les gens et les consommateurs sur le fait qu'il faut faire attention à ce qu'on mange, hein, et c'est le plus important. Alors voilà quelques photos, hein, et puis j'en resterai là parce que je pense que après c'est simple, hein. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, vous avez donc, vous voyez là, les salades sont là, hein. Vous avez un ensemble de produits. Naturellement, il n'y a pas de frites, il n'y a pas de gras. Voilà les salades. Vous voyez que sur chaque salade, il y a son étiquette. Idem pour les fromages blancs, les fromages frais qui sont à 0%, les salades de fruits, tout est indiqué. Voilà les boissons, là aussi, les boissons sont simples, hein. Ce sont des boissons qui viennent soit d'Angleterre, soit des États-Unis, ou alors quelques-unes qui viennent de France, et qui sont des boissons sans sucre ajouté, qui sont des jus de fruits naturels. Voilà donc il y a aussi les wraps qui sont donc ces tortillas mexicaines, qui sont très faibles en calories en ce qui concerne la pâte, et dans lequel il y a des légumes et de la viande, ou ils peuvent être soit végétariens, soit avec des produits de la mer, comme par exemple, là je vois salade, surimi, tomate,
pommes, fruits, citron vert et aneth. Donc on a des produits qui sont sains et qui sont équilibrés. Voilà comment ça se présente. Voilà. La solution présentée doit constituer un axe. C'est pour ça que je vous disais qu'on n'a pas encore, on en est au stade de la première boutique. La solution présentée doit constituer un axe fort auquel les pouvoirs publics devraient porter une attention certaine. C'est vrai qu'entre nous et puis à McDo qui va engager 18 personnes, les pouvoirs publics, ou tout du moins les mairies, etc., préfèrent aider les fast-food plutôt que des entreprises comme la nôtre, étant donné que ce qui compte pour eux, c'est d'avoir moins de chômage. Donc, on devrait porter une attention certaine à ce type de solution et permettre de faire un barrage au traditionnel fast food. Voilà. Sachant que les concepts qui existent aux États-Unis arrivent inexorablement en France et qu'ils sont peut-être demain au Maroc, puisque je l'ai dit à certains d'entre vous hier, je suis en France. La France fait partie de l'Europe. Je me sens très proche du Maghreb, d'abord parce que j'y suis né. Donc je me sens très proche du Maghreb, et que pour moi, l'Europe, ça passe d'abord par le Maghreb avant de passer par la Lettonie et l'Estonie, qui n'ont avec moi aucun commun rapport. Voilà, merci pour votre attention. Voilà, merci Daniel. Il va répondre peut-être à quelques questions pour cette expérience à la fois de pharmacien d'officine jusqu'au diet food. Voilà. Y a-t-il quelques questions? Oui. Allez, professeur. Est-ce que vous vendez de l'éleutérocoque chez vous? Oui, hein? oui, c'est sûr. Ginseng, et puis on vend toutes les plantes. La sarriette. On vend toutes les plantes parce que ce que vous avez vu, c'est qu'il y a la partie food. Et donc, mais il y avait une photo, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer, qui est là. Non, ça doit être celle-là. Vous voyez toute cette partie qui est là, et toute une partie complément alimentaire et phytothérapie. C'est bon, arpagophytum, c'est bon. Voilà. Autre question? Je voudrais poser la question concernant les boissons. Est-ce qu'elles contiennent des édulcorants, des additifs ou autres conservateurs, ou des rehausseurs de goût, parce qu'il y a d'autres... En ce qui concerne les édulcorants, c'est la question? En ce qui concerne les édulcorants, j'ai fait le tour de tout ce qu'il pouvait y avoir comme édulcorant, et en définitive, j'en suis resté, et c'est ce qu'on a donné à tout le monde, c'est du Splenda. Du Splenda, c'est un sucre transformé, c'est un glucose sur lequel est accrochée une molécule de chlore, et donc qui fait baisser de 90% la valeur calorique du sucre, et qui a un très bon goût. Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le Splenda est un produit c'est un brevet de Tate & Lyle, qui est une société américaine. Je pense que aujourd'hui, les volumes de fabrication sont quand même très faibles, et lorsqu'on arrivera à des volumes de fabrication qui seront proches de l'aspartame, je pense que tous les fabricants passeront de l'aspartame au Splenda. Bonjour. Moi, j'ai deux questions parce que vous parliez tout à l'heure des enfants qui préféraient aller dans le fast-food d'à côté. Oui. Pour être maman, je suis confrontée à l'enfant qui veut aller dans le fast-food. Alors, à part le côté, comme vous disiez, frites, etc., ma fille est intéressée aussi par le petit jouet qui est dans le fast-food je pense, en termes de marketing qui fait venir les enfants chez eux.
Et de la même façon, vous parliez de 30 minutes d'activité sportive par jour. Alors, c'est pas pour dire que les fast-foods sont super, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais disons des principes de jeu qui pourraient peut-être être aussi intégrés dans ce genre de fast-food diététique, parce que là, on peut dire que c'est quelque chose qui pourrait être positif. Alors, en ce qui concerne donc le jeu, effectivement, pour l'instant, on en est à la première expérience et on n'a pas les moyens des McDo. J'ai un de mes meilleurs amis qui a 2 McDo dans la région niçoise. Je peux vous dire qu'il a investi sur les aires de jeu pratiquement autant que nous avons investi pour monter ce magasin de restauration rapide, diététique. Par contre, effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de jouets. Il faut faire des choix et on n'a pas encore, on n'a pas le background de société comme celle dont on vient de parler. Mais effectivement, un jour ou l'autre, il faudra y arriver. Et a priori, ce ne sera pas moi, ce seront d'autres qui auront la mécanique et les moyens que je n'ai pas pour pouvoir vous inonder avec des fast-foods diététiques demain. Faut savoir que même McDo, ils pensent très fortement. Ils ont commencé à le faire, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas tuer la poule aux œufs d'or, pour l'instant. Tout à fait. Bon, Daniel, parlons sérieux, parlons chiffres. Oui. Quels sont les comptes d'exploitation? Ils sont mauvais, je te l'ai dit tout à l'heure. C'est bien de dire. Alors non, mais attendez. Je vais quand même préciser. S'il a posé cette question, c'est parce que je lui en ai parlé. Je m'en doutais. Ça, c'est la première. Et la deuxième, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des choix d'emplacement. Et vous savez que pour ceux qui sont commerçants ou qui ont fait du commerce, il y a 3 critères pour avoir un commerce qui marche, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Bon, et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons voulu faire un copier-coller de ce qui existe aux États-Unis, parce que ce que l'on vous montre en fast-food diététique, ça existe aux États-Unis. Ça existe avec une société qui a quand même 377, bon, les États-Unis sont grands, qui a 377 fast-food de ce type. Le seul problème où on s'est trompé, c'est que eux ont ce qu'on appelle des malls, donc des centres commerciaux monstrueux où les gens se baladent toute la journée, donc consomment. Et nous, on a des centres commerciaux qui sont différents. Et l'erreur que nous avons faite, c'est de nous être installés dans un centre commercial en plein centre de Paris, enfin dans la proche périphérie de Paris. Mais ça va être réparé dès le mois de septembre avec 2 magasins dans Paris même. Juste une réflexion peut-être. Pardon ? Oui, juste une réflexion. On peut considérer ça comme un brainstorming. Et je me pose la question sur le nom. Light n'a pas une bonne presse. Le mot light intégré dans le titre, dans le nom. Deuxièmement... Et diète non plus. Hein. Voilà, donc il y a deux mots associés, diète et light. Les gens vont au restaurant pour le plaisir, et c'est la motivation principale. Tout à fait. Et ils s'expriment par l'affect. Ça doit être d'abord la notion de plaisir. Diététique, c'est une... Dans le restaurant, c'est relativement secondaire. On a quelque part des expériences similaires dans la création d'un endroit où on peut manger bien et sainement. Et je suis parti dans ma réflexion d'un constat différent. C'est-à-dire les soucis écologiques me semblaient d'être primordiaux. C'est vrai. Et quand j'ai créé les phytobars, par ma formation en phytothérapie, je voulais sensibiliser la clientèle qui en grande partie n'existait pas, sensibiliser à ce type de questions. Et donc on n'a pas joué ni sur ni light ni diététique. On a gardé les notions de plaisir. Le mot phytobar est relativement hermétique aussi. Alors pour répondre à ta question, premièrement, tu parles de restaurant, nous on parle de restauration rapide. Donc la notion de plaisir, elle en 32 minutes en moyenne. Entre le boulot du matin et le boulot de l'après-midi, les gens qui vont vers de la restauration rapide ne passent pas leur temps à vouloir s'installer, parce que je pense que dans la notion de plaisir, il y a l'environnement, il n'y a pas que l'assiette. Hein.
Et puis la deuxième chose, c'est que effectivement, on a visé très haut, on a annoncé les couleurs, avec tout ce que cela comporte comme difficulté, comme risque, oui. Dans ces